On revient au Brésil qui s'est imposé 2-0 ce soir face à la Serbie, un doublé de Richarlison. Les images de la blessure de Neymar pour l'instant un peu prédominent. Cette après-victoire, il est touché à la cheville droite. Pour l'instant, on ne connaît pas l'indisponibilité du joueur du Paris Saint-Germain. On le saura peut-être dans quelques instants avec Adrien. Voilà. Neymar en larmes, c'est l'image forte de la soirée. On va juste revenir sur la rencontre. Évidemment que la perte ou non de Neymar va conditionner beaucoup de choses dans la suite du mondial du Brésil. Mais on en a parlé tout à l'heure avec Guillaume Jo qui parlait du banc de la Seleção. Cette équipe, elle peut quand même faire un grand mondial sans Neymar, même si c'est un joueur exceptionnel. Oui, mais je vous dis, il y a le côté leadership qui n'est pas assumé par d'autres jusqu'à maintenant. Thiago Silva, on a vu que c'était pas forcément son truc, puis de toute façon, c'est pas son poste, il est derrière, il est en surplomb, bon, c'est différent. Et puis, il y a quand même le trauma. Je parlais avec des amis brésiliens il y a quelques jours, notamment Filho Maravilha, qui disait que le trauma, franchement, de 2014, c'est monstrueux. Je veux dire, c'est un truc, pour nous, c'est France-Bulgarie, mais puissance 100. On n'a jamais vécu ça dans le football français parce qu'en France-Allemagne 82, il n'y a pas cette espèce. Il y avait quand même beaucoup de plaisir dans France-Allemagne 82, par exemple. Là, le Brésil-Allemagne de 2014, il est juste monstrueux. C'est un cauchemar revécu sans cesse. Il y avait aussi la blessure de Neymar. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça peut être très important, voire traumatique. La Colombie, je crois. Ah oui. Il y a quand même quelques gars qui peuvent assumer les responsabilités derrière. Enfin, j'ai l'impression qu'il reste que des. Il n'y a pas que des canards derrière. Je pense que tu as Casimiro qui est là, qui est capable d'assumer vraiment le rôle de patron, qui peut calmer tout le monde. T'as Vinicius, maintenant, il a quelques années de plus. C'est pratiquement le joueur important du Real de Madrid. Ouais. Il a peur de rien. T'as vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent jouer ce rôle-là. Moi, je suis pas forcément très inquiet sur le rôle de leadership. Oui, c'est la star brésilienne. Je suis triste pour lui, évidemment, et pour l'équipe brésilienne, mais je pense qu'il n'y a pas à craindre énormément si Neymar n'est pas là. Moi, je vois quand même une très belle sélection. En 2014, il se blesse en quart de finale. Donc ça laisse vraiment un vide et pas forcément beaucoup de temps aux sélectionneurs de l'époque de préparer et de compenser. Là, on est sur les poules. La première rencontre est passée. Il y a une victoire, il y a 3 points. Il va avoir le temps de bosser, d'essayer des trucs sur les 2 prochains matchs. La qualification, quand tu gagnes le premier match, et quasiment. Il a plus de temps. Il a plus de temps, donc il a plus de temps. Voilà. C'est dramatique pour le Brésil, pour la Coupe du Monde, pour l'événement, mais c'est pas catastrophique. Ouais. Voilà. Même si on est dans le catastrophisme, mais on ne sait pas encore. Oui, non, bien sûr. Parce que des fois, tu pleures, tu sais l'émotion. Après, on ne sait pas. Peut-être c'est une bonne nouvelle. Cette fois, quand même. Pardon ? C'est catastrophique s'il n'est pas là. Ah, s'il n'est pas là, c'est catastrophique. Ça commence à faire beaucoup. Hein. On va voir les images, messieurs. Mané, Benzema, Neymar. Pour le Brésil. Adrien, vous avez les images de la cheville de Neymar. Oui, c'est une image qui a été publiée sur le compte Twitter du média brésilien O Globo. On voit justement Neymar revenir au vestiaire avec une cheville droite gonflée. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait la définir. Évidemment, on ne va pas tirer de conclusion à la vue de cette photo. C'est pas dérangeant que ce soit gonflé. Non, c'est pas. Non, mais après, je pense pas que. Alors, finalement, si on voit que c'est vraiment la cheville, donc déjà, c'est pas peut-être le coup de pied où il avait été vraiment blessé. On a l'impression que c'est l'entorse. C'est plutôt bon signe. Mais que ça gonfle ou pas, c'est pas forcément inquiétant. Non. C'est après la sensation qu'il peut avoir lui. Étienne, vous disiez non, pareil. Non, complètement d'accord avec Jo. Ça peut durer 3-4 jours gonflés, il pourra peut-être rater un match et revenir. S'il n'y a rien de cassé ou rien de vraiment abîmé, ça peut être ce serait magnifique. Ce qu'on va faire, vu que même si vous avez été des très grands joueurs de foot, on n'est pas médecin, on va attendre un petit peu. Voilà, pour l'instant. Non, mais c'est quand même un peu plus rassurant que les larmes. Je trouve que c'est un peu plus rassurant. Parce qu'après, c'est quelqu'un de très émotif et qui pleure très vite. Tu vois, Neymar, on l'a vu pleurer en interview parce qu'il trouvait qu'on disait du mal sur lui. On disait, tu sais, il y a des gars, ils pleurent jamais. Et s'ils pleurent, tu te dis, oh putain, là, c'est une cata. Lui, il est quand même. Peut-être qu'on allait trop vite, tu vois, parce qu'il a vécu ça aussi. Comme il l'a vécu. Peut-être qu'il s'est dit, putain, c'est encore fini. Quoi. Voilà. Peut-être qu'il a dramatisé lui, puisqu'il s'est dit, faut espérer ça, etc. Et là, ça fait plus entorse de la cheville, s'il y a rien de cassé, effectivement. On n'est évidemment pas supporter du Brésil, mais juste on a tous connu ça. Voilà, pour la Coupe du Monde, ceux qui ont joué au football. On espère que Neymar pourra continuer cette Coupe du Monde. D'ailleurs, on faisait un débat là-dessus, Adrien, sur le statut de favori. Après cette première rencontre réussie, est-ce que le statut a évolué pour les Brésiliens ? Pour les bookmakers, en tout cas, il a évolué ce statut. Parce que sachez qu'avant la compétition, le Brésil était coté à 5 pour une victoire finale. À l'issue de cette première journée de la Coupe du Monde, le Brésil désormais est coté à 3,5. L'Argentine et la France étaient toutes les deux cotées à 7. Désormais, la France est cotée à 8. L'Argentine est cotée à 10. Donc, selon les bookmakers, en tout cas, le statut de favori de Brésil s'est renforcé à l'issue de cette première journée. Mais ce qu'on n'a pas parlé quand même, c'est l'aspect offensif de cette équipe.
Parce que, non, mais je veux dire, des fois, on parle, est-ce qu'on va mettre 2 joueurs offensifs, 3, voire 4 parce que des fois, ça peut arriver à. Je l'avais noté en relance, je pense que je vous connais trop bien. Non, mais là, il y a quand même 4 joueurs offensifs, plus Paqueta qui joue en 6 avec Casemiro. Et ça n'empêche pas aux joueurs de faire les efforts, de travailler. Et par contre, quand tu as le ballon, tu peux vraiment inquiéter l'adversaire. Mais justement, après, je vais voir s'ils vont continuer comme ça. On verra. Il n'y a pas de raison. Peut-être que c'était une option par rapport à la Serbie, une équipe peut-être plus défensive pour essayer de créer des espaces, trouver des solutions. Mais s'ils continuent comme ça veut dire que des joueurs offensifs peuvent faire le travail pour l'équipe, tu vois, défensivement, et ça n'empêche pas d'avoir un équilibre. Parce que je n'ai pas trouvé de déséquilibre dans cette équipe du Brésil. Même en première mi-temps. Oui, même qui a été un peu poussif. Vous étiez entre les deux, mais il n'y avait pas de danger. Mais ils auraient pu jouer sans gardien. Guillaume, je vous coupe parce qu'on a une déclaration de Lucas Paqueta avec Adrien. Désolé. Mais non, évidemment interrogé sur Neymar, Lucas Paqueta. Inquiet pour Neymar? Non. On va voir dans le vestiaire, il a senti une douleur. On va voir avec le docteur, mais on pense que ça va aller. Voilà ce que dit Lucas Paqueta. Première nouvelle rassurante. On sait en plus que les deux joueurs, pour le coup, sont très amis. Là, ils se parlent énormément. Je pense qu'un jour... Paqueta qui n'est pas médecin non plus. Non, qui n'est pas médecin, mais qui aurait bien rejoint son pote Neymar au Paris Saint-Germain. Bref, on s'éloigne. Par rapport à ce côté 5 offensif, à cette recherche d'équilibre constante du côté du Brésil, Étienne, on l'a dit, il y a quand même un joueur comme Fabinho qui est sur le banc. Est-ce que ça montre aussi toute la palette qu'a Tite en termes même d'options tactiques? C'est hallucinant. Ouais, et surtout la manière qu'il a de faire évoluer ses joueurs comme il le veut. Parce que c'est pas le tout de mettre beaucoup de joueurs offensifs, mais il faut qu'il ait l'empreinte vraiment et la main vraiment sur ses joueurs. Parce que c'est pas évident. Oui, tu dis, de temps en temps, on dit à Paris, ouais, il faut faire les efforts, etc. Les mecs, ils les font pas. Là, ce soir, je sais pas si ça a duré toute la compétition, mais les mecs, ils ont fait les efforts qu'il a demandé lui. Et quand je pense qu'il a demandé de lâcher un petit peu les chevaux à la mi-temps, ils l'ont fait également. Donc moi, c'est vraiment le coach qui a vraiment la main sur cette équipe-là. Il a formaté comme il voulait. Il met 5 joueurs offensifs d'entrée, parce que pour moi, Paqueta, c'est offensif aussi. Et ça roule, ça fait les efforts. On ne les a pas sentis fragilisés, on n'a pas senti des gros espaces en contre. Donc moi, c'est plutôt vraiment la main de Tite qui ne plaît pas à tout le monde. Mais en tout cas... C'est surprenant de Tite, c'est pas un coach qui est... Non, qui n'est pas spécialement offensif. C'est plus vraiment... Et alors, c'est étonnant. Moi, quand j'ai vu la compétition, j'étais très étonné de voir... c'est vrai. Après, qu'il aligne autant de joueurs offensifs. Après, il a pour le coup, Rafinha, qu'il a parfois beaucoup fait à Leeds, c'est quand même un joueur qui travaille, on le voit aussi parfois. Si tu es à Leeds avec Bielsa, c'est sûr que tu vas revenir. À la perte du ballon, tu vas faire un effort. Vinicius, il travaille. Neymar, il le fait aussi. Il n'y a pas le choix. S'il les met, je pense qu'ils en parlent entre eux. Ils disent, OK, on joue comme ça. Par contre, les gars, il faut faire les efforts. Et il parvient à imposer un garçon comme Paqueta, qui depuis son départ à West Ham vit des heures aussi un peu complexes. Déjà, la fin d'aventure à Lyon était moins bonne que le début. Était complexe. Richarlison, il a cru aussi, lui aussi, il était en larmes. Il a cru ne pas disputer la Coupe du Monde. Là, il titularise, alors que ça fait longtemps qu'il... Parce que Richarlison, Copa América, si tu veux, il était plus ou moins remplaçant, ou il était sur un côté. Mais Vinicius, ça n'avait pas encore explosé. Ouais, donc non, je trouve que Tite, il a du matos. Il a de la suite dans les idées, je trouve. On va revenir sur le statut de juste pour finir, il a vraiment du matos aussi pour jouer comme il joue d'habitude. Après, et s'il veut bétonner, il peut bétonner aussi. Fabinho à la place de Paqueta. Après, quand il y aura un autre adversaire, si tu veux, et qu'on va avancer, on va voir si tu n'as pas et Fabinho et Casemiro. À mon avis, vu son... Ça, c'est Fred qui entre en jeu le premier. Mais tu Fred qui entre en jeu le premier, là, aujourd'hui. Et même s'il fait ça, Didier, tu resteras avec 4 offensifs. Oui, quand même. Non, mais tu vois, comme les Bleus, 4 offensifs. Exactement. On espère, en fait. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Après, il a été tellement critiqué par rapport à sa tactique et ça une sorte de frilosité et tout qu'il a évolué aussi. Parce que il est resté. Ça, c'est étonnant quand même. Il a tellement de crédit, parce qu'il a fait gagner les Corinthians aussi, c'est important. Oui. Mais on a l'impression qu'il vit là-dessus quand même, sur le fait que c'est un très bon entraîneur de club au Brésil. Donc il y a peut-être plus de crédit qu'à Scolari. Au Brésil, tu as une telle pression de la presse qui a gardé un peu aussi une forme de romantisme et des anciens qui ont un poids qui fait que tu bouges aussi un petit peu parce que tu joues ta place quelque part aussi et le fait d'avoir perdu la Copa América, tu vois, sans avoir montré grand-chose tout au long de la compétition, ça a pu aussi... Tu parlais du poids des anciens, des journalistes au Brésil, en alignant 5 offensifs.
tu achètes une petite grosse paix sociale. Oui, par rapport à une moitié du Brésil qui est un peu moins pragmatique. C'est un truc de journaliste de croire que les sélectionneurs font je pense que ça arrive. Je pose la question. Dans certains pays de football, mais tu gardes quand même tes convictions. La preuve, il n'est pas parti à l'abordage en première période. Et c'est quand il a eu la main mise sur le match que c'est parti un peu dans tous les sens. Et puis on va voir quand il y aura des adversaires, peut-être, tu vois, sur des matchs couperés, comment ça bouge. Mais dans des pays comme le Brésil, comme l'Argentine, etc., même si tu as tes convictions, tu peux pas dire c'est comme ça et puis je vous emmerde. Quoi, vous avez dit dans des pays de football. J'ai beaucoup aimé la nuance. Oui. Plus que peut-être que certains. Non, je voulais revenir sur la question initiale parce que c'était le statut de favori. On en a un petit peu parlé dans la mi-temps. Et c'est vrai qu'il y avait de la pression. Il y avait aussi cette polémique un peu sur la 6e étoile. Des gens trouvaient ce Brésil un peu arrogant, tu te rajoutes un peu de pression. Est-ce que vous pensez, Étienne, que ce soir, avec ce succès, tout ce côté-là de pression est déjà évacué? Ou c'est trop spécial, le Brésil? Non, la pression, ils vont l'avoir jusqu'au final, jusqu'à ce que ça s'arrête. Après, l'histoire de l'étoile, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Évidemment, ils en rêvent tous, et puis c'est comme ça. Mais en tout cas, ce soir, je trouve qu'ils sont rentrés parfaitement dans ce mondial. On ne peut pas mieux rentrer. Une première mi-temps un peu timorée, voilà, on attend, on regarde un petit peu, et après, ils se sont lâchés. Le résultat est parfait, ils n'ont pas encaissé de but, pas une frappe cadrée pour l'adversaire, à part ce point noir là de la petite blessure de Neymar, j'espère pour lui. C'est une entrée en matière parfaite. On rappelle, si vous nous rejoignez, que Neymar est sorti touché, il a été remplacé par Anthony. On a eu une réaction avec Adrien. Lucas Paqueta a dit que ça allait aller. Bon, il n'est pas médecin. On a vu la photo. On a vu la photo de la cheville qui était très enflée. C'est vrai que les premières images de Neymar en larmes laissaient craindre le pire. Pour l'instant, on va attendre. S'il n'y a rien de cassé, tu sais, Maradona, il a joué avec le double de cette patate toute la Coupe du Monde 90. Oui. Alors ça l'a handicapé, c'est clair, mais il a joué tous les matchs. Et il a quand même réussi à faire cette action de génie pour Caniggia. Donc, tu vois, bien strappé, bien truc. Et puis là, il peut se permettre de se reposer quelques jours, de ne pas jouer le deuxième match, etc. S'il n'y a rien de cassé, une pomme de terre, ça va. Il peut se permettre. Jo, je suis désolé d'aller vous voir sur cette thématique-là. Vous savez ce que c'est que d'attaquer une compétition dans la peau du grand favori. Vous l'avez fait avec l'équipe de France. Messieurs, ça ne vous dérange pas, en fait, que... non, mais messieurs, en fait... Il y a d'autres gens devant leur télé qui ne comprennent pas ce qui se passe. On parle en même temps alors que j'avais une question pour Jo. Jo, d'appréhender une Coupe du Monde dans la peau d'hyper favori, cette pression d'étoiles. Moi, je me souviens du spot de le célèbre équipementier de l'équipe de France à l'époque avec la 2e étoile qui clignotait. C'est une pression quand même terrible. Est-ce que vous trouvez que ce soir, les Brésiliens, ils l'ont parfaitement géré? Ah ouais, je trouve. Je suis d'accord avec Étienne. Moi, je trouve qu'ils sont rentrés dans cette compétition parfaitement, en étant assez sereins, moi, j'ai trouvé. Une première mi-temps, on l'a répété, un peu délicate, mais la deuxième, ils ont commencé à jouer un peu plus haut, à avoir des connexions entre les joueurs offensifs. Et je trouve que, voilà, ils en mettent 2, ils auraient pu en mettre 1 ou 2 de plus. Zéro casse contre eux, donc à la fois une organisation qui permet de bien défendre et à la fois d'attaquer, d'avoir de la variété aussi dans leur jeu offensif. Donc j'ai trouvé, oui, on ne sentait pas le poids de l'équipe ultra favorite. De toute manière, ils ont un capital confiance avec tous les éliminatoires, si tu veux, de la Coupe du Monde. C'est jamais facile, je veux dire, même s'il y a un écart des fois entre les équipes, parce que quand tu vas jouer, tu vois, en Bolivie, je te parle même pas de latitude, ou Venezuela et tout, sur des terrains en bois, tu le sens passer. Donc c'est un groupe qui vit bien, qui a plusieurs possibilités. Je pense que là où ils avaient la pression, c'était chez eux en 2014. Oui. Quand tu les voyais pendant les hymnes, ils pleuraient presque, ils hurlaient, enfin, ils se tenaient par les machins, enfin, ils étaient hyper conditionnés. Là, ils sont très détendus finalement. Oui, là, tu vois qu'il y a des sourires. Tu voyais sur le banc aussi, tu vois, bon, même si le match tournait bien, mais je pense qu'ils se connaissent bien, c'est quand même un groupe qui... Ils sont ensemble depuis longtemps, il n'y a pas d'histoire d'ego ou de quoi que ce soit, tu vois... Quand tu lis les papiers du Guillemet qui suit pour l'équipe le Brésil, depuis qu'ils sont arrivés au Qatar, c'est pas la grosse déconnade, mais presque. L'ambiance est très bonne. L'ambiance est extraordinaire, ça bosse, mais voilà, ils sont quand même très très détendus. Et je suis pas persuadé qu'ils surjouent cette manière d'être. Non. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous me dites que c'est une équipe qui défend bien, qui attaque bien. Fred, est-ce que vous lui voyez un point faible quand même à cette équipe ?
Le fait qu'aucun entraînement ne soit ouvert au public. non, mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent dans ce que vous avez vu ce soir? Parce que tel que vous me la décrivez, évidemment, aucune équipe n'est imbattable, mais elle a quand même beaucoup d'atouts. Oui, mais j'ai la sensation que c'est trop tôt pour être inquiet, de toute façon. On peut être inquiet si Neymar est blessé pour 3 semaines, ça oui. On peut être inquiet sur le deuxième match si on voit des manques, si on voit une nervosité. Mais là, sur ce qu'on a vu sur ce premier match, surtout comparativement à la première mi-temps qui était un petit peu inaboutie, la deuxième, elle est tellement Après, meilleure. il faut la voir en difficulté, il faut la voir assaillie, il faut la voir la vitesse, sur ses talons, tu vois. Si elle a moins le ballon. Cette défense, et puis les Serbes, ils étaient moins le ballon, à la 55e. des matchs un peu plus durs. Là, finalement... Est-ce qu'il y aura des matchs durs durant cette poule pour le Brésil? Peut-être pas pour la poule, moi je parle, je les vois sortir de la poule. Justement, on va avoir dans quelques instants, il est là, on va aller voir Eric Frosio, notre spécialiste du Brésil. Bon, je vais tout de suite parler évidemment de Neymar. Je suppose qu'on se pose beaucoup de questions sur la suite de la Coupe du Monde de Neymar. Bah forcément, ouais, c'est le gros coup dur et le gros point noir de la soirée. Neymar qui sort en boitant dans un premier temps, puis en pleurs sur le banc de touche, le visage caché dans son maillot à Oliverge. Et après, on l'a vu avec une image de TV Globo boiter avec le pied à nu en direction du vestiaire. On l'a vu aussi la cheville empochée dans une poche de glace, pardon. Et donc forcément, c'est un peu inquiétant parce que ça rappelle en fait les images du dernier match amical avant la Copa América 2019. Souvenez-vous, un match amical contre le Qatar, il s'était fait laminer la cheville, il avait dû déclarer forfait, c'était une blessure assez grave. Et forcément, les fantômes ressurgissent. On se demande s'il sera capable de revenir à temps pour aider sa sélection, puisque c'était pratiquement, en tout cas c'est ce qu'il avait laissé entendre, sa dernière Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera en mesure de reprendre sa place, d'aider la sélection à conquérir cette 6e étoile qu'il désire tant? Donc c'est la grosse question. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas les détails de son éventuelle indisponibilité. Les premières déclarations à TV Globo et sur les chaînes brésiliennes sont relativement rassurantes, mais en fait, ils sont relativement flous surtout. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop m'exprimer sur la gravité de la blessure de Neymar, mais vu l'état dans lequel il était au sortir de ce match, c'est quand même assez ennuyeux, assez inquiétant. Même si Tite a de la réserve sur le banc, j'ai bien peur qu'on ait perdu le numéro 10 de la sélection pour au moins les 2 prochains matchs de groupe.